Bonjour à toutes et à tous, chers amis. Aujourd'hui, nous allons explorer une question essentielle. Quelles relations entretiennent les anciennes puissances coloniales avec leurs anciennes colonies et comment le discours colonial continue de se manifester comme une structure inconsciente? Depuis toujours, les pays dits occidentaux imposent leur discours dominant, celui que les autres États devraient adopter sous peine d'être considérés comme non civilisés ou sauvages. Les anciennes puissances coloniales n'ont jamais réellement abandonné leur domination. Elles déterminent encore les jeux internationaux et imposent leur langage. Les dirigeants des pays du Sud, comme leurs intellectuels, sont souvent sommés de reproduire ce discours sans l'interroger. Beaucoup de lettrés intériorisent cette parole coloniale et deviennent malgré eux des perroquets qui répètent des normes établies ailleurs, se retrouvant piégés dans une formation discursive qui les rend inadaptés. Ce discours est partagé par une partie des intelligentsias européennes qui le reproduisent consciemment ou inconsciemment. Des penseurs comme Mohamed Al-Koun, Taïb Tezini, Mohamed Abd el-Jabiri, Alain Badiou ou Edgar Morin ont tenté de le déconstruire. Mais même les élites de gauche tombent parfois dans le piège, stigmatisant les réfugiés ou les immigrés ou parlant en leur nom pour les priver de parole. Le centre, les anciennes puissances coloniales, considèrent toute parole dissidente comme suspecte. Le colonisé reste inconscient ou enfermé dans l'inconscient du colonisateur, toujours sous sa domination. Même lorsqu'il y a une déterritorialisation physique, une reterritorialisation symbolique se met en place, encouragée par la docilité des dirigeants des pays anciennement colonisés, dont la survie dépend souvent de leur proximité avec l'ancienne puissance coloniale. Il existe aussi un désir d'Occident qui structure le discours de certains intellectuels européens. Dans ce contexte, quand un dominé commet un délit, il est immédiatement qualifié de barbare ou de sauvage, comme si c'était dans sa nature. Pour le dominant, en revanche, ce n'est qu'une simple erreur. Mais il faut le rappeler, l'Occident n'est pas une totalité homogène, pas plus que l'Orient. Ce sont des constructions idéologiques. Les deux sont traversés par des courants divers, des contradictions internes. C'est ce regard totalisant et intégriste qui rend presque impossible une relation normale entre les deux univers. Même le savoir est instrumentalisé. L'ethnologie et l'anthropologie, nées dans le contexte colonial, ont longtemps servi à justifier la prétendue supériorité occidentale. Ce discours ethnocentriste est souvent intériorisé par les élites des anciennement colonisés ou des pays colonisés et reproduit dans leurs travaux sans remise en question, alimentant un racisme latent. Dans l'imaginaire du colonisateur, le dominé demeure inférieur, incapable de construire une pensée cohérente, même assimilé. Il resterait prisonnier de ses instincts. Le discours colonial fonctionne comme un inconscient, un langage fait de domination et de péjoration, condamnant les colonisés à reproduire le discours dominant, qualifié de civilisé entre guillemets et de moderne entre guillemets. La littérature
Et ils ont longtemps reproduit ces clichés et ces stéréotypes, renforçant l'hypertrophie du moi propre au vainqueur. Le XIXe siècle fut une période clé dans la mise en œuvre de ce discours en Afrique et au Moyen-Orient. Le lieu de la prise de parole est essentiel. Il détermine le regard porté sur les faits et les réalités. Jacques Derrida parlait de mondialatinisation pour désigner ce paradoxe. L'Europe, en produisant ses savoirs, a donné aux colonisés des armes pour se libérer de l'ethnocentrisme, mais au nom de la philosophie européenne elle-même. Le langage est un terrain privilégié de domination. Les espaces publics et médiatiques, comme l'a montré Habermas, devraient être des lieux de débat collectif. Mais les machines médiatiques court-circuitent ce débat, orientent les discours et empêchent l'émergence d'une opinion publique autonome. Les structures inconscientes emmagasinent la parole des uns et des autres, marquée par des siècles de tensions et de rencontres. Le colonisé reproduit souvent le regard péjorant du colonisateur sur lui-même et sur ses compatriotes. Les exemples sont nombreux. Lorsque Maradona inscrivit son fameux but contre l'Angleterre, un journaliste européen fustigea l'arbitre simplement parce qu'il était tunisien. Plus récemment, certains professeurs de médecine ont accusé le professeur Raoult de manipuler les médecins africains comme si l'Africain ne pouvait pas penser par lui-même. Ces attitudes renvoient directement aux justifications du colonialisme. Merci.